La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La 17e édition du Symposium de peinture de Thetford se tiendra les 27 et 28 avril prochains à la Maison de la Culture. Ce classique printanier demeure une occasion parfaite pour découvrir des artistes de la région et d'ailleurs. Cette année, l'événement sera sous la présidence d'honneur de Mme Marco Setlaqui-Blouin. Cette dernière s'est dit très heureuse de s'associer à ce grand rendez-vous culturel. Le Symposium de peinture de Thetford est un événement incontournable dans la région et offre une belle vitrine à 28 artistes québécois, dont 14 artistes régionaux. Mme Setlaqui a déclaré être fière du partenariat entre l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford et le Symposium. Cette nouveauté permettra cette année aux jeunes gens d'affaires de côtoyer le milieu culturel thetfordois. Mme Setlaqui-Blouin invite d'ailleurs la population à se joindre aux différentes activités du symposium. Cette année, l'événement consacrera un espace bonifié qui sera consacré à la jeune relève. La zone jeunesse des élèves de Marie-Josée Larochelle, ainsi qu'une collaboration avec la commission scolaire des Appalaches et l'enseignant Éric Martineau dans le cadre de Primard, vous permettra de connaître nos artistes de demain. Nouveauté pour cette 17e édition, l'aile jeunesse de la CCITM y tiendra son rendez-vous de réseautage mensuel pour ses membres. Sous la forme d'un 4 à 6, ceux-ci seront invités à venir déguster différentes bières québécoises dans un parcours qui leur permettra de découvrir chacun des exposants. Le tout se déroulera dans une ambiance festive avec un DJ pour agrémenter ce happening, de préciser Mme Margot Setlaqui-Blouin. Par ailleurs, la présidente du symposium, Mme Hélène Martin, invite les gens à prendre un moment pour venir admirer le travail des 28 artistes qui seront en exposition lors de ces 2 journées. Le symposium est un événement gratuit qui donne accès à une panoplie d'œuvres réalisées par des artistes bourrés de talent. Comme par les années antérieures, les visiteurs auront l'occasion de voter pour leur artiste coup de cœur et courir la chance de remporter une toile qu'ils auront préalablement sélectionnée. Il faut mentionner que l'artiste ayant reçu le plus de votes se verra remettre une bourse au terme de l'événement. Alors que le comité organisateur du Symposium de peinture de Thetford a dévoilé l'an passé sa nouvelle signature visuelle inspirée d'un courant minimaliste, ceux-ci ajoutent une nouveauté cette année en accentuant cette signature d'une teinte de bleu azur. Cette couleur omniprésente au cours de nous plaît à toutes les générations et le symposium se veut un événement rassembleur où petits et grands peuvent laisser aller leur imagination en observant les œuvres des artistes.
Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a tenu à remercier les membres du comité qui se sont investis encore cette année dans l'organisation de cet événement. C'est maintenant devenu un rendez-vous culturel incontournable pour la ville de Thetford et nous sommes fiers de soutenir le symposium et de contribuer au rayonnement du secteur culturel de notre milieu, de conclure le maire Brousseau. Le symposium de peinture de Thetford sera donc accessible gratuitement samedi de 10h à 18h ainsi que dimanche de 10h à 16h à la salle multifonctionnelle de la Maison de la Culture les 27 et 28 avril prochains. Au chapitre des artistes présents, mentionnons pour la région Madame Sylvie Bertrand, Marie-Claude Bouchard, Martine Cloutier, Monsieur Denis Courchaine, Claude Delisle, Madame Joanie Doyon, Monsieur Jocelyn Fafard, Madame Marie-Claude Fleury, de même que Sonia Grondin, Marie-Josée Larochelle, Jacques Lisée, Gisèle Martineau et Serge Nadeau et Guy Roy. De l'extérieur de la région, M. Stéphane Babin de Trois-Rivières, Hélène Beauchesne de Québec, Yvon Bélanger de Victoriaville, Gérard Boulanger de Québec, Hélène Chartrand de Victoriaville, François Fauché de Boucherville, Régent Fredette d'Asbestos, Diane Goyette de La Chute, Paul Hébert de Saint-Norbert, Myriam Leblanc de Québec, Louise Loranger de Shawinigan, Julie Morissette de Lévis, Michel Paris de Lévis et Élise Turbide de Les Cèdres. La Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan achemine depuis le 1er mars dernier ces matières recyclables vers un nouveau centre de tri au Québec, à savoir Récupération Frontenac de Thetford. L'entreprise de la région de l'amiante est la seule à avoir répondu à l'appel d'offres sur invitation lancé par la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan en janvier dernier. Le contrat est d'une durée d'1 an. La société VIA, un centre de tri de Lévis qui traitait les matières de la Manicouagan depuis 2011, n'a pas donné suite à l'invitation à soumissionner. Ils ont décliné pour la prochaine année car ils réalisent un projet de modernisation pour améliorer la qualité, d'expliquer la directrice générale de l'organisme Manicouagan, Madame Isabelle Giasson. Même si Récupération Frontenac est le seul centre de tri à répondre à l'appel d'offres, le montant du contrat satisfait grandement la Régie de gestion de la Manicouagan. Il en coûte désormais 16 $ la tonne de matière traitée, comparativement à 15 $ la tonne avec la société VIA. Cela correspondant à environ 55 000 $. Madame Giasson souligne qu'au Québec, la facture exigée pour le tri des matières récupérables a beaucoup augmenté. C'est un très bon prix, on est très content. Il y a des endroits où les prix sont à 20 $ ou même à 30 $ la tonne, assure-t-elle. Fait à noter, ce n'est pas parce que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan fait désormais affaire avec un nouveau centre de tri que la donne change au chapitre des sacs de plastique. Ces derniers demeurent interdits dans les bacs bleus. La distance à parcourir pour le transport des ballots de matières recyclables est désormais plus grande. Il est question d'un écart de près de 100 km. La directrice générale rappelle qu'un programme de compensation de la collecte sélective permet de récupérer un certain montant pour tout ce qui touche le traitement et le transport des matières.
Dans un tout ordre d'idées, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan a adopté ses états financiers 2018 à la séance publique du 19 mars dernier. Il révèle un excédent de 165 531 $ sur un budget de 5 850 000 $. Fait à noter, en 2017, l'excédent se situait à 265 000 $. Il y a du changement dans l'air pour Mme Brigitte Terrien, seule propriétaire et directrice générale du café-resto L'Allongé, qui a fermé ses portes à la fin mars afin de permettre l'ouverture de la toute nouvelle et première microbrasserie de Thetford Mines, la Porte d'à côté. L'établissement sera situé au 68 de la rue Notre-Dame-Ouest, alors que le resto était au 103 de la même rue, donc vraiment à côté, ce qui explique le nom de l'endroit, la Porte d'à côté. L'ouverture aura lieu le 25 avril si les rénovations ne prennent pas de retard. Il y aura 12 lignes de fûts, dont 4 bières de l'endroit, brassées pour le moment chez Brasseurs sur demande. On y retrouvera également des bières invitées ainsi que les produits Sleeman et Unibrou. Lorsqu'elle aura reçu son permis, elle pourra brasser sur place. Les 4 premiers produits sont une blonde légère, rafraîchissante, avec un peu d'amertume, facile à boire, avec un léger goût de vanille et poire qui rappelle l'été, une rousse au caramel, miel et fumée, une IPA à saveur de noisette et érable et une blanche aux notes de fruits tropicaux, à savoir mandarine, orange et ananas. Les saveurs sont différentes. Mon but, mentionne Mme Terrien, est d'offrir des bières avec des produits locaux, d'être différentes, d'oser des mélanges de saveurs. Je veux aussi que les gens qui viendront sur place passent un beau moment. J'ai eu envie de brasser mes propres bières après avoir été approché plusieurs fois par des brasseurs qui voulaient se lier à moi. Je n'ai pas retrouvé avec eux la vision que j'avais. Je me suis dit alors qu'au lieu de me plaindre de ne pas trouver le bon partenaire, j'allais bâtir un projet à mon image qui me ressemble. Le but de la micro est d'encourager l'économie locale, d'affirmer Mme Terrien. Les produits seront uniquement en vente sur place. On pourra aussi y boire cocktails, bière en bouteille, vin de la SAQ et d'importation privée. L'établissement pourra accueillir 145 personnes à l'intérieur et 40 personnes sur la terrasse. Le décor sera à la fois chic et rustique. Le menu de style bistrot comprendra de la nourriture maison, cuisinée avec des ingrédients locaux, des options sans gluten et des plats végétariens. On y proposera des dîners et des soupers en semaine et des déjeuners la fin de semaine de 9 h à 14 h. Il y aura des spectacles les samedis soirs, spectacles de blues, de folk, spectacles acoustiques et de jazz. La microbrasserie sera ouverte du mardi au dimanche, de même que les lundis de la mi-mai jusqu'à la mi-octobre. Plus d'une vingtaine de membres et partenaires étaient réunis récemment à l'espace Entrepreneuriat Région de Thetford lors de l'Assemblée générale annuelle d'Héritage Centre-Ville. L'organisme a profité de cette occasion pour dresser le bilan de ses réalisations 2018 et souligner les projets à venir pour l'année 2019. L'année 2018 a été marquante
grâce au partenariat avec l'organisation de la 53e finale des Jeux du Québec. Héritage Centre-Ville était en charge de planifier une semaine complète d'activités au centre-ville lors de la finale qui se déroulait du 27 juillet au 4 août. Selon Mme Margot Setlacouille-Blouin, présidente de l'organisme, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont passé au centre-ville, représentant une grande réussite. Héritage Centre-Ville a également mis de l'avant les diverses collaborations réalisées au cours de l'année, notamment avec le Cégep de Thetford pour l'organisation de la fermette du centre-ville, ainsi qu'avec la SDE Région de Thetford pour la grande journée des petits entrepreneurs. Il faut ajouter également le succès des événements annuels de l'organisme, à savoir la balade des enfants, la cabane à sucre urbaine qui sera tenue le 6 avril en fin de semaine qui vient, l'exposition des autosports et antiques, ainsi que la fête des cousins à Thetford. L'Assemblée générale a également été l'occasion pour Héritage Centre-Ville de souligner toute l'importance du soutien des commerçants du centre-ville et des organismes. Plusieurs projets sont dans la loupe pour 2019, dont la collaboration au prochain plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville avec la ville de Thetford. Ce plan permettra à la ville de prioriser les prochaines interventions et projets à développer pour la revitalisation urbaine du secteur. Ce sont des investissements majeurs à moyen et long terme qui sont à prévoir à la suite de cette démarche. L'organisme prévoit également reconduire tous ces événements annuels, en plus de collaborer à la réalisation de plusieurs autres activités au centre-ville. D'autres partenariats sont aussi prévus, dont un déjà entamé avec le Cégep de Thetford, dont l'objectif est de familiariser les étudiants avec la gestion ainsi que la démarche menant à l'organisation d'événements. À l'occasion d'une réunion de son comité exécutif, l'Union des municipalités du Québec a adopté une résolution unanime demandant au gouvernement du Québec et du Canada le transfert immédiat vers les municipalités des fonds additionnels de plus de 500 millions de dollars prévus au budget fédéral 2019-2020. Ce transfert doit se faire selon les paramètres du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Le 19 mars dernier, le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget 2019-2020 l'octroi de fonds additionnels de plus de 500 millions de dollars destinés aux municipalités par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors que les tractations entre les différents paliers du gouvernement sont susceptibles de retarder les transferts vers les municipalités, l'UMQ refuse que les gouvernements de proximité fassent les frais d'une nouvelle querelle Ottawa-Québec. Les municipalités sont propriétaires de plus de 60% des infrastructures publiques au Québec. Autant le gouvernement du Canada que celui du Québec reconnaissent qu'elles ont des besoins considérables. Il n'est pas question pour nous de regarder le fédéral et le provincial se chamailler alors que l'argent est disponible dès maintenant, de déclarer M. Alexandre Cusson, président de l'UMQ et maire de Drummondville. Le retard du versement de ces fonds risque de faire perdre à l'ensemble des municipalités une saison de construction.
M. Cusson a conclu en affirmant que les citoyens et citoyennes ont d'importantes attentes quant à la qualité de leurs infrastructures et au travail de leurs élus avec efficacité et collaboration. Les samedis 6 et 13 avril prochains se déroulera la seconde édition des Journées emploi du Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Les besoins sont grands dans le réseau de la santé qui est à la recherche de personnes pour travailler à l'entretien ménager, à la buanderie et aux cuisines. Mais le CI3S recrute également du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels et, bien entendu, du personnel de soins. L'année dernière, 150 personnes ont obtenu un emploi en participant à cet événement. Lors de nos journées emploi dans les secteurs de Lévis, Thetford Mines, Montmagny et Beauce, nous allons à la rencontre des gens. Nous souhaitons rendre le processus facile pour la personne qui recherche un emploi. Nous présentons nos emplois, nous regardons les CV et nous faisons passer des entrevues éclairs. Ça n'aura jamais été aussi simple de trouver un emploi, d'expliquer Mme Marie-Michel Fontaine, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. Les besoins en main-d'œuvre sont grands et le CI3S embauche massivement lors des journées emploi pour des emplois à temps plein, à temps partiel et des emplois étudiants. Donc, à ne pas manquer, le 6 avril, entre 10h et 15h, à l'hôpital de Thetford Mines et à l'Hôtel-Dieu de Lévis, et le 13 avril, de 10h à 15h, aux hôpitaux de Montmagny, au CLSC et CHSLD de Beauceville. Les artistes visuels de la région qui pratiquent la peinture, le mix média, la photographie et la sculpture sont invités à participer au concours Vitrine sur l'art à Disraeli édition 2019. Ce concours récompense les talents en art visuel par la remise de prix et par l'offre d'une vitrine sur les œuvres de tous les finalistes à travers l'exposition Vitrine sur l'art présentée durant la saison estivale. Ce concours annuel, qui ne contraint les artistes à aucun thème spécifique, en est à sa 7e année d'existence. Pour connaître tous les détails du concours Vitrine sur l'art à Disraeli, vous êtes invités à consulter le site internet villededisraeli.com dans la section Loisirs et culture, /concours, ou rejoindre la responsable, Mme Julie Deslauriers, au 418 449 2771 au poste 245. La date limite pour participer à ce concours a été fixée au 10 juin. Le 11 mars dernier avait lieu la soirée des passionnés qui s'est tenue dans le cadre du Forum 2019 du réseau Centre à la cache du domaine de Thetford Mines. Cette dernière activité est l'occasion pour les diffuseurs, producteurs et acteurs du milieu culturel de se réunir afin d'échanger et d'assister à des vitrines d'artistes professionnels. On y remet également le prix Carole Kipling qui récompense un projet innovant de l'un des diffuseurs membres. Sur les 6 candidatures reçues cette année, 2 projets ont pris la tête à égalité. D'abord, Mme Claudia Blanchette de Spectar s'est démarquée auprès du jury par l'originalité de son projet, une résidence historique à Thetford Mines. Au mois de décembre 2017,
l'organisme accueillait pour la première fois une troupe de théâtre afin qu'elle puisse effectuer une résidence de création en son lieu de diffusion. Son projet théâtral portait sur l'industrie de l'amiante et ses retombées sur la société de l'époque. Réseau Centre tient à souligner l'excellence de tous les projets soumis qui témoignent de l'inventivité des diffuseurs de Réseau Centre. Félicitations une fois de plus à Mme Blanchette et à Mme Sarah Chevary qui ont terminé ex aequo et qui se partageront ainsi le crédit voyage de 1 000 $ remis aux gagnants. Et finalement, terminons avec la nouvelle suivante. Le service des loisirs et de la culture de la ville d'Israëli, en collaboration avec la polyvalente d'Israëli, dévoile la plateforme Jeunes journalistes d'Israëli. Et il est possible dès maintenant d'aller consulter le site Internet à l'adresse jeunesjournalistesdisraeli.ca. Nous en parlerons davantage à notre bulletin de la semaine prochaine. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette édition d'Appalaches en quelques mots. À tous et à toutes, je souhaite une excellente soirée à notre antenne. Revenez-nous la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Alors passez une excellente semaine.